C'est amusant parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu une série Netflix qui vient de sortir sur les Romanov, sur les derniers tsars de Russie. Et à un moment, en 1905, il y a des émeutes, vraiment des grands rassemblements parce qu'il y a les conditions de travail, le capitalisme qui se développe et tout. Et les gens en ont trop marre de travailler pour rien, d'être exposés à la maladie, à la brutalité, à la faim et tout. Et donc, ils prévoient une grande manifestation vers le palais du tsar. C'est gigantesque, hein, c'est des images impressionnantes de foule, mais qui font un peu penser de fait aux Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui se révoltent pour des conditions matérielles d'existence dignes, quoi. La seule question que se pose le tsar, c'est comment les repousser. Il ne se pose jamais la question comment augmenter les salaires, comment leur donner à manger, comment les protéger de la souffrance, mais comment les repousser. Il donne l'ordre à la garde de tirer s'ils s'approchent du palais. Et donc de fait, ils vont tirer, ils vont faire plus de 1000 morts. Alors évidemment, Macron, il n'a pas tué 1000 personnes, il en a tué une, Zineb Redouane, à Marseille. Il y a eu des blessés, des mutilés, des gens gardés à vue, etc., des gens persécutés. Mais je me suis dit, c'est intéressant sur le logiciel du pouvoir. C'est-à-dire que quand tu vois une manifestation, tu te dis pas comment faire en sorte que les gens vivent mieux, heureux, enfin le slogan de Mélenchon, les jours heureux, mais se dit comment faire en sorte que les gens rentrent chez eux et utiliser la police pour le faire. Et je me suis dit, il y a vraiment un inconscient du pouvoir qui est très fort, qui est presque transnational et qui a un rapport avec la construction de l'État, de ce que c'est qu'être chef d'État. Enfin là, ça m'a beaucoup fasciné. Et là, sur cette citation sur la question des rapports entre les gilets jaunes et les balles, et que de fait, on sait que la potentialité quand on manifeste, c'est de se faire tirer dessus. En fin de compte, on n'est pas sorti d'un État impérialiste ou tsariste, c'est-à-dire que la manifestation t'expose aux balles. Et on le sait qu'on tire moins aujourd'hui qu'en 1905, parce qu'il y a une diminution des seuils de la violence, mais au fond, l'inconscient du pouvoir n'a pas changé. Ouais, c'est très beau, alors c'est plutôt l'inverse, moi je dirais. C'est se lever qui est insultant, c'est-à-dire que c'est le simple fait de la contrainte liée au travail. Il y a un très beau slogan, je ne sais plus qui l'a fait, mais qui était « ce n'est pas le lundi matin que tu détestes, c'est le capitalisme ». Et moi je pense que c'est très très juste, c'est-à-dire qu'en fait il faut réinventer aujourd'hui une libération des gens du travail. Moi je pense que j'ai beaucoup critiqué l'économisme de la gauche qui était aussi une forme de ce que moi j'appelais de racisme en col blanc, c'est-à-dire de sous-estimer la question policière, notamment dans les quartiers, et la question du rapport pour les vies noires ou arabes, la contrainte que fait peser l'ordre policier. Et en même temps je pense qu'aujourd'hui la question de libérer les gens de la contrainte du travail, c'est-à-dire de l'obligation de travailler pour vivre, du temps de travail, du patronat, etc. C'est super important et je suis très frappé par le fait que dans la gauche traditionnelle aujourd'hui, on reste sur le mythe de l'usine, recréer des usines, le chômage détruit, relocaliser la production. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent dans les quartiers populaires, par exemple autour de Uber, se développe une subjectivité qui veut travailler sans patron, par exemple, en ayant le droit de pas venir 2 jours, travailler beaucoup plus de jours de suite. Alors il y a des formes d'esclavage, d'auto-exploitation qui se passent, mais il y a aussi une manière de repenser une liberté par rapport au travail. Moi je pense que la société telle qu'on est aujourd'hui, on est capable de produire de la valeur, du bonheur, en travaillant beaucoup moins, de manière beaucoup moins contrainte. Et donc en fait c'est se lever de manière contrainte qui est insultant dans une société démocratique, quoi. Bon, puis il y a un rapport entre délinquance et maltraitance, objectif, persécution est quelque chose de tout à fait connu. Mais peut-être plus intéressant, c'est que on ne peut pas vraiment faire de distinction entre la délinquance ordinaire et la délinquance politique et le crime politique. Très souvent, on va penser inconsciemment dans la théorie, par exemple, qu'il y a des crimes, la désobéissance civile, par exemple, qui sont des crimes revendiqués, reconnus et publiquement soutenus par les associations de défense des droits de l'homme, mais voilà, un peu de deal, un peu de vol, un peu de racket, etc. Ça va être vu comme de la délinquance ordinaire qu'on ne défend pas politiquement. Et en fait, ça, c'est un peu qui a accès à la délinquance chic qui fait du crime politique. Donc en gros, la bourgeoisie, voilà, elle peut désobéir sur le mode de détourner des navires, squatter, faucher des champs, etc. Mais en gros, on peut dire que pour un certain nombre de personnes dans les quartiers populaires ou la persécution, la résistance à l'ordre politique prend la forme d'illégalisme courant et qui sont aussi politiques et aussi des défiances à l'ordre institué que les crimes qu'on appelle nobles ou de désobéissance publique. Ce qui m'intéresserait là-dedans, ce serait le fait de vivre la frontalité avec la loi comme un acte de défiance avec l'ordre sociopolitique et de dire en gros tant que l'ordre sociopolitique ne sera pas respectueux de ce que je suis, eh ben j'ai aucune raison de m'y soumettre. Et c'est un peu ce que dit un faucheur volontaire, c'est ce que dit un désobéisseur civil et c'est ce que dit un rappeur. Ça me rappelle Pamela Anderson qui avait dit récemment dans un post sur Twitter, Pamela Anderson qui est vraiment une figure importante aujourd'hui, qui a dit « Revolt, don't react ». Révoltez-vous, ne réagissez pas. Et c'est vrai que c'est très compliqué la question de qu'est-ce que ça veut dire innover politiquement, être autonome, produire ses mouvements, produire ses instances, ses médias, ses lieux, sans être dans la reconnaissance implicite du système en le prenant pour objet de la destruction, c'est se définir par rapport à lui. Et de quelle manière est-ce que parfois la révolte est en fait une manière de reconnaître
le pouvoir, puisqu'on se définit par rapport à lui, on veut le détruire, on veut le prendre, alors qu'il peut y avoir quelque chose de plus original ou plus séditieux dans le fait de l'ignorer, pratiquement le destituer. Alors il y a des pouvoirs qu'on ne peut pas ignorer, hein. Le pouvoir d'État, on ne peut pas ignorer qu'il y a la police, l'école, voilà, c'est difficile à ignorer, mais les journaux par exemple, dans le champ musical, dans le champ littéraire, voilà, créer ses maisons d'édition, créer ses médias comme vous faites, ça par exemple je pense que le pouvoir craint beaucoup plus quelqu'un qui l'ignore que quelqu'un qui l'affronte. Et que dire à un pouvoir « je t'affronte », c'est lui reconnaître son existence comme pouvoir. Dire à un pouvoir « je ne parle même plus de toi », je crée ma propre autonomie, bah, c'est un peu le destituer et c'est le faire rentrer en déchéance. Et je pense que l'une des forces de l'hérésie, c'est de créer quelque chose que le pouvoir peut plus reconnaître ou s'approprier. Et donc effectivement, je pense que l'autonomie est une valeur plus importante en fait que la confrontation dans la gauche. Oui, bah ça c'est une citation assez choquante. Moi c'est quelque chose qui me tétanise beaucoup en général, c'est quand on appelle on critique les persécutions qu'on subit en vouloir les reporter sur d'autres et les mettre encore plus d'autres gens en prison. Alors je sais que la pédophilie est un cas de crime particulièrement grave, particulièrement sensible, particulièrement choquant, et donc ça produit une forme de consensus de la répression pénale. Mais quel drôle de système il faut avoir en tête pour vouloir se libérer de son oppression en soutenant plus de répression pour un type de délit ou un type de crime donné. Ça ne veut pas du tout dire que la pédophilie n'est pas grave, ça veut dire que par exemple dans le système contemporain, la pédophilie est de fait l'un des crimes les plus réprimés, enfin les crimes violemment réprimés par l'appareil répressif d'État, où les peines sont les plus lourdes, la sanction morale est la plus forte, la sanction sociale est la plus forte, enfin, c'est l'un des crimes qui est universellement détesté, la fonction pénale est très violente, donc penser que c'est des gens qui ne seraient pas punis, c'est vraiment, politiquement, ça n'a aucun sens. C'est aucun intérêt de dire ça. Si ce n'est que ça signifie qu'on associe, comme dans un imaginaire fasciste assez traditionnel, l'élite à la corruption sexuelle. Et au fond, on va dire la bourgeoisie, c'est des pédophiles, ils font des partouzes, etc. Donc on associe la bourgeoisie à la dégénérescence, au tout permis, à l'absence de morale. Et on se définit soit comme eux, en gros, la morale, les vertus, etc. Bon, bah ça, c'est définir le peuple opprimé comme vertueux contre la morale dégénérescente de la bourgeoisie, c'est la définition d'une perception fasciste du monde. Donc ça, pour moi, par exemple, c'est pas du tout une phrase de révolte, c'est une phrase potentiellement fascisante. Bah, de fait, tu sais, très souvent en théorie politique, le problème c'est les analyses en termes de système qui sont très importantes quand on veut penser les phénomènes, de ne pas ramener tout à des individus, mais qui peuvent parfois faire que la politique est pensée de façon trop abstraite. On va dire le capitalisme, on va dire l'ordre policier. Et c'est bien de ramener parfois la politique à des interactions individuelles, comme fait Édouard Louis quand il va dire par exemple dans Qui a tué mon père, voilà, c'est Martin Hirsch qui a cassé le dos de mon papa, en faisant le RSA. En enlevant 5 € d'APL, ils enlèvent un paquet ou 5 paquets de pâtes de la bouche de mon père, etc. Et de fait, l'idée selon laquelle si des gens mangent, c'est que d'autres travaillent pour qu'ils puissent manger, et que ça suppose qu'il y a de l'usure des corps d'un côté et des corps nourris de l'autre. Traoré emploie souvent l'expression il y a les opprimés et les soulagés, et ben c'est très juste. Et donc en fait, ça c'est une pensée relationnelle typique, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont bien nourris, c'est qu'il y en a qui le sont peu et qui les nourrissent. Et donc l'idée qu'il y a un double menton d'un côté et des visages émaciés de l'autre, bah oui, ça s'appelle le capitalisme et la politique contemporaine. Ouais. L'idée qu'il y a un rapport entre la révolution et la pensée. C'est vrai que très souvent, dans la vie intellectuelle ou en général, on va faire l'éloge des luttes, des gens qui luttent, se mettre du côté des luttes, et qu'il peut y avoir... alors c'est bien, c'est très important, et c'est vrai qu'en même temps, il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas d'expérience spontanée du monde, c'est-à-dire que les gens, ils pensent le monde avec des catégories incorporées, soit par les médias, soit par l'histoire politique, soit par la famille, etc. Et que même les sujets en lutte sont des sujets manipulés par le pouvoir sans le savoir, dans leur stratégie, dans leur vocabulaire, et que très souvent les mots qu'on utilise même quand on est en lutte sont des mots qui sont l'incorporation de la domestication inconsciente, quoi. Et donc il faut savoir se transformer son expérience dans la lutte, et ça passe aussi par la pensée, par l'analyse, etc. Et que prendre le pouvoir, c'est une stratégie politique, c'est-à-dire que faire une révolution réussie, c'est très rare, il y en a eu très peu. Ça consiste non seulement à incorporer l'appareil d'État, mais aussi à changer les structures sociales. Par exemple, une chose qui est très importante aux États-Unis sur la question du racisme, c'est le fait que, en gros, obtenir l'égalité des droits, on sait le faire.
dans les mouvements. Le mouvement noir a conquis l'égalité des droits. Aujourd'hui, il n'y a plus de discrimination légale qui pèse sur les Noirs par rapport jusqu'en 64, quand il y avait la ségrégation au sud des États-Unis. Mais que si jamais tu réfléchis en termes social, tu te rends compte qu'il y a une reproduction de la discrimination et de la ségrégation des Noirs par l'appareil répressif et notamment par la prison. Ce livre de Michel Alexander, La couleur de la justice, qui montre qu'aujourd'hui, en termes de Noirs, interdit de voter, interdit d'être jury populaire, interdit d'habiter dans certains quartiers, ils sont presque aussi nombreux, voire plus nombreux que sous la ségrégation, mais qu'ils le sont d'une manière subtile, parce qu'ils ne le sont pas en tant que Noirs, mais en tant que délinquants. Et donc en fait, ce qu'a fait le système pour maintenir une ségrégation des Noirs, c'est qu'elle a étiqueté les Noirs comme délinquants pour pouvoir les discriminer légalement. Et donc en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'on a su changer le droit, mais on n'a pas changé la structure raciale, et la structure raciale s'est reproduite en utilisant la prison pour maintenir la supériorité des Blancs sur les Noirs dans l'espace public ou l'espace du travail, etc. Sur le féminisme, il y a eu beaucoup de sujets là-dessus aussi, sur le fait qu'il y a eu l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, mais la structure de la domination masculine s'est maintenue dans le temps, donc on a changé les structures juridiques, mais pas les structures sociales. On a su changer les structures juridiques, mais on a beaucoup de mal à changer les structures mentales, les structures culturelles, les structures sociales, le racisme, le misogynie, l'homophobie, etc. Et ça, c'est vraiment le fait que, à mon avis, il y a vraiment dans l'idée d'une révolution la nécessité d'avoir un travail mental dans la pensée très fort et pas seulement sur les structures juridiques. Et donc c'est vrai qu'on fera la révolution que si on la pense. Tu fais trop le fort, on va t'allumer.